bonjour mademoiselle, j'appelle au sujet de l'emploi. I beg your pardon, could you please repeat your question? J'appelle au sujet de l'emploi. Qu'est-ce que vous pensez du français dans le travail? I'm sorry, I don't speak French. On n'est pas un petit peuple, on est peut-être quelque chose comme un grand peuple. On est obligé de faire des grèves là-dessus pour que la négociation se fasse en français. On se souvient tous qu'il fut un moment où, dans les milieux de travail, la langue de la promotion à un poste supérieur, la langue qui faisait en sorte qu'on pouvait accéder aux plus hautes fonctions dans une entreprise, c'était l'anglais. Dans les années 60, on sait qu'il y a eu la Révolution tranquille, on s'est construit un secteur public, un État moderne, mais le secteur privé, donc les entreprises, étaient très largement dominées par des intérêts anglo-saxons ou américains. Les cadres parlaient anglais. Par la suite, ça s'est transformé. Là, les gens ont dit, c'est bien beau, mais vous ne pouvez pas nous imposer que la langue de travail ici au Québec, ce soit l'anglais. On doit se battre, se défendre pour que ce soit le français. J'ai eu écho de ce que mon grand-père et mon père ont vécu quand ils travaillaient, qui était qu'eux autres travaillaient seulement qu'en anglais. Tout ce qui se passait, leur chèque de paie, etc., était tout en anglais. Ils ont fait une grève de 3 mois, 70, dont 1 mois de plus, seulement que les gars ici au Québec, alors que toutes les autres divisions au Canada de GM étaient rentrées travailler. Les gars ont resté dehors pour le fait de travailler en français. 3000 employés à ce moment-là qui vivent ce phénomène-là. Seulement celui qui parle anglais peut avoir une chance d'avancer dans le plan. Ça veut dire que celui qui est seulement unilingue, qui parle anglais, va monter avant n'importe quel dans le plan. Celui qui parle seulement français, bien, il va faire, hein, comme on fait dans le moment. Toi, mon petit gars, tu parles français, va-t'en sa ligne d'assemblage, c'est tout ce que tu es capable de faire. Il y avait un arbitre unique pour tous les arbitrages qui arrivaient au Canada, un arbitre unilingue anglais, et le comité de grief, qui était évidemment des formés de gars de langue française, qui avaient de la difficulté à s'exprimer en anglais. C'est ça qu'on va avoir. On va avoir, nous autres, que le gars soit capable de se défendre lui-même avec sa langue, avec ses propres moyens, pas être obligé de chercher un anglais pour aller se défendre. Le syndicat a gagné le droit de négocier dans sa langue, mais ça a pris une grève, vous imaginez? On a fait plusieurs bagarres. On a eu, par exemple, Air Canada, toute la question des le français dans l'air, où est-ce qu'on s'est bagarré avec les autres. Bell Canada, je me rappelle, la syndicalisation est arrivée en 1975, là. Et puis, les premières tables de négociation, on a été obligé de forcer pour obtenir des conventions collectives en français. La convention collective en passant était en français, mais juridiquement parlant, on nous disait que c'est le texte anglais qui était le texte dominant. Si vous alliez devant les tribunaux, vous étiez obligé de déposer le texte anglais. Et le PQ est fondé. Il y a beaucoup de nos membres qui adhèrent à ce parti politique. Et le PQ est élu en 1976. Dans tous les coins du Québec qui n'ont pas eu peur du changement nécessaire. Et voici que tranquillement se dessine cette loi qui viendra en 1977, la loi 101, la Charte de la langue française. Le premier article, c'est que le français est la langue officielle au Québec. En fait, différents chapitres ensuite concernent la langue des tribunaux, la langue de l'administration publique, la langue du commerce, la langue du travail et la langue de l'éducation. Immédiatement, la FTQ a déclaré en 1978 que nous, on ferait la bataille avec nos syndicats locaux pour la francisation des milieux de travail. Et c'est ça depuis le début, c'est encore ça. Il y a toute une série de dispositions qui sont contenues dans la loi faisant en sorte que dans les entreprises de 100 salariés et plus, l'entreprise est obligée de se doter d'un comité de francisation composé paritairement par des travailleurs et des représentants de l'employeur. On ne savait pas trop quoi faire avec ça au début, les comités de francisation, on n'avait pas de formation. Puis
Les employeurs nous envoyaient un peu promener ou bien non, nous créaient des comités de francisation bidons. Les travailleurs ont maintenant, occupent maintenant la moitié des sièges au comité de francisation. Parce que c'est ça, dans le fond, le comité de francisation. C'est un mécanisme qui a été choisi par le législateur pour mettre en œuvre la francisation dans les entreprises, dans les lieux de travail, pour que la francisation se fasse à tous les niveaux de l'entreprise. Si je ne suis pas là pour sonner l'alarme, mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que c'est certain qu'il y a des superviseurs qui vont s'adresser encore une fois en anglais ou ils vont émettre des petits avis. C'est là qu'il faut qu'on cogne. Hey, pas comme ça que ça marche, là. Il faut continuer avec le comité de francisation, qu'on en parle, puis on essaie de régler des problèmes. La FTQ garde bien vivant un noyau de militants de la francisation. Elle le fait à travers la formation, l'information. Voilà. Ça, c'est une affiche qui a été faite justement pour le projet dans le secteur des garages et qui nous présente le joint homocinétique. Je pense que la FTQ a fait un excellent travail en aidant les membres des comités de francisation à être assez impliqués dans leur entreprise, en les informant sur leurs droits, en les informant des droits que la loi leur donne et en les réunissant de façon régulière, parce que parfois, c'est un peu solitaire comme action syndicale de s'occuper de la francisation. Disons que la table sectorielle de la FTQ, c'est comme ma thérapie de groupe. Puis quand on réussit à avoir des avancées dans nos entreprises, on vient ici en courant pour les partager avec nos collègues qui sont plus déprimés. Avec toute l'aide qu'on reçoit, tous les ateliers de formation, pour nous, c'est motivant là, de savoir qu'il y a quelqu'un à quelque part qui est prêt à nous aider, là, à nous écouter. Il y a d'immenses succès. On peut parler, par exemple, d'un avion qui est construit en français. Ça n'a absolument pas empêché l'avion de voler. Maintenant, il se fait des avions en Chine. J'imagine qu'ils le font en chinois, là, aussi. Là. CMC, c'est un cas qu'on pourrait peut-être dire miraculeux. Je crois que c'est une des rares entreprises du secteur de l'aérospatial qui détient un certificat de francisation. La haute direction y a cru. Il a dit oui, on y va. C'est d'emblée, on francise les 250 postes, comme j'ai dit, et on francise aussi tout ce qu'on appelle les aides visuelles. Il faut voir les militants de la francisation dans cette entreprise. C'est des gens qui ont mis tout leur âme et tout leur cœur à suivre le dossier de très près. Alors ça, c'est un exemple typique d'une fiche de cheminement, ce qu'on appelait avant un traveler. On peut remarquer que les étapes sont en français. Les meilleurs exemples d'une francisation réelle, durable et réussie, si on veut, c'est dans les entreprises où ce partenariat a vraiment agi et s'est mis à l'œuvre. Si l'entreprise n'y croit pas, nous avons beau être un comité de francisation, il faut absolument que l'entreprise y croit et voit un certain intérêt à l'application de la francisation. En 2007, c'était le 30e anniversaire de la loi 101. La loi 101 a fait en sorte, tant qu'à moi, là, qu'on est passé du peuple de porteurs d'eau au peuple de bâtisseurs, de propriétaires d'entreprises. Il s'est fait des choses extraordinaires, mais on est loin de la coupe aux lèvres. Quand on se promène à Montréal, c'est assez difficile de s'imaginer qu'on est dans une société francophone. C'est certain qu'on a tellement charcuté la loi 101 qu'à quelque part, elle est devenue caduque à bien des endroits. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus d'affichage unilingue anglophone qui reprend le dessus. La loi 101 a toujours été attaquée en tant que telle par la presse anglophone, par des groupes de pression. Et je crois que les gouvernements n'ont pas toujours résisté correctement à ces attaques-là et ont été trop conciliants. Comme moi, quand je suis arrivé à Cara, j'ai commencé à recevoir mon premier chèque de paye, puis c'était en anglais. Je demandais à la compagnie, je pourrais-tu l'avoir en français, ça ne bougeait pas. Puis avec mon implication dans le syndicat, je me suis aperçu qu'il y avait des comités, dont un qui était comité de francisation. On a su qu'il y avait un certificat de francisation. Ça me surprenait beaucoup parce qu'il n'y a pas juste le chèque de paye qui est en anglais, mais les avis aussi. Quel message lance-t-on à ceux qui viennent s'installer au Québec? On leur dit au Québec, ça se fait en français.
Bon, et puis là, ils prennent le journal, cherchent un emploi. Connaissance de l'anglais serait un atout. Bilinguisme exigé. Bon. Et dans les PME de 50 et moins, les nouveaux arrivants au Québec travaillent à 75 % en anglais. Les travailleurs sont les personnes les plus habilitées à décrire la situation du français dans leur entreprise. Au niveau de la francisation, nous, on n'a pas vraiment... on n'a rien, là. Pas de système? Non, on n'a aucun système. Est-ce que tout le monde a une bonne connaissance du français? Non. Non? Non. Il n'y a jamais eu de cours de français chez vous? Non. Non. Dans des endroits, on a 22 langues parlées. Alors, 22 langues parlées, là, si on ne fait pas quelque chose, bien, c'est les Français qui parlent français du Québec qui vont être minoritaires. Je trouve ça très inquiétant parce que on va se retrouver avec des milieux de travail où les gens, s'ils ne possèdent pas une bonne maîtrise de la langue, vont, dans bien des cas, se faire exploiter. Je sais que l'Union des employés de service qui travaillent beaucoup dans l'entretien ménager ont pris sur eux de faire des cours de francisation aux employés. On a senti le besoin que ces gens-là avaient parce qu'elles ne pouvaient non seulement communiquer, mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas la convention collective, ils ne connaissent pas les lois du Québec. On organise des classes de français depuis plus de 6 ans maintenant, où j'ai pris une année à aller travailler avec les employeurs pour les convaincre du bien fondé de nos classes. Maintenant, je suis capable de faire une petite note pour mon chef d'équipe. Et pour parler, quand il me demande quelque chose pour faire, je dis, je peux répondre comme il faut en français. C'est plus facile maintenant, la collaboration est meilleure. Bien, ils ont compris que le client est plus satisfait. Et comme le client est plus satisfait qu'on est en sous-traitance, bien, c'est certain que ton contrat, tu le gardes plus longtemps. C'est toujours de l'impératif, OK? Si on demande à un de nos membres immigrants qu'est-ce que tu apprécies le plus de ton syndicat, beaucoup diraient « Ah, les cours de français ». Parce qu'ils sont arrivés de leur pays et ils ont eu de la misère à s'intégrer au travail, parler à leur boss, parler à leurs collègues de travail. C'est la première cours de français syndical. J'ai progressé beaucoup. OK, c'est... On a des listes d'attente pour les cours. On ne peut pas donner assez de cours pour répondre à la demande. C'était une langue que je voulais apprendre. J'ai envie de dire aux gens qui vont immigrer ici que l'apprentissage du français, c'est un plus, c'est une langue riche, c'est une langue dynamique, puis ça va faire de lui une personne plus riche, plus engagée, plus intégrée. Les défis, c'est encore une fois d'être encore plus présent dans les milieux de travail, surtout où le niveau d'immigration est très élevé. C'est vraiment très important qu'il y ait des dispositions spécifiques pour franciser les entreprises qui ont 50 employés et moins. Actuellement, il y a une sorte de vide juridique et il faudrait certainement que ce soit corrigé. C'est une volonté politique qui, à mon avis, devrait être nettement plus importante qu'elle est là. Les employeurs devraient avoir des obligations. Ça ne devrait pas être juste les syndicats qui organisent des classes de français. Pourquoi valoriser notre langue à nous, ici en Amérique du Nord, petit peuple de 7-8 millions d'habitants dans une mer anglophone? Pourquoi? Pourquoi? Tu passes 8 heures de ta journée au travail 5 jours par semaine. Alors, en principe, tu devrais être capable de fonctionner en français, parce qu'en allemand, il fonctionne en allemand. Puis au Japon, il fonctionne en japonais, puis en Chine, il fonctionne en chinois. Alors pourquoi pas au Québec, on ne pourrait pas fonctionner en français, alors que la langue de la très grande majorité, c'est le français. La langue, c'est un des marqueurs, comme on dit, de la diversité. La langue, c'est l'expression d'une personnalité. Un peuple est un peuple quand il parle la même langue. Tu sais, nous autres, comme je dis souvent aux gens là, qui ne comprennent pas justement, là, je dis, toi, t'es quoi? Toi, t'es un Italien? Là, il va me dire, oui. Bien, tu manges la même chose qu'un Espagnol? Non. Ta culture, es-tu pareil comme un Espagnol?
Mais c'est un peu la même chose pour nous. S'il n'y avait qu'une langue qui dominait l'ensemble de la planète, ça voudrait dire que ce serait un appauvrissement culturel, disons, majeur. Aujourd'hui, l'anglais, il y a une pression partout, là, comme si c'était une langue commune dans tout. Là. Alors que le français, au Québec, si ça ne devient pas la langue générale partout, ça va devenir une langue de salon, du folklore. Dans le fond, tu vas parler en français dans le salon chez vous avec ta famille, puis le reste du temps, tu vas parler en anglais. Il n'y a pas une loi qui peut faire en sorte qu'au Québec, on va parler français, que le Québec va être une société francophone. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une volonté de tous les jours chez les francophones et chez les gens qui se joignent à nous d'autres pays et qui partagent notre langue. Il faut que cette volonté-là soit partagée. C'est très important l'amour que les Québécois vont porter pour leur langue. Plus eux, ils vont parler en français. Ils pourront contaminer et donner le goût aux autres de l'apprendre. Il va toujours falloir garder un œil sur l'employeur pour que le français soit respecté. Je pense que c'est une bataille continue. La FTQ, les syndicats de la FTQ, eux, c'est dans les milieux de travail. Ça, là, c'est la ligne de front. C'est le premier front de la langue pour un peuple. On considère que travailler en français est une condition de travail. À ce moment-là, on ne se pose plus la question si on doit ou pas s'impliquer dans le projet. Alors, on est là, puis je pense que c'est pour y rester. Alors, retroussons nos manches.